Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo de présentation dans le cadre de la formation sur les ressources du réseau sismologique éducatif et du SAIS, formation qui a été proposée au cours de la semaine sismique euh, opérée par l'ADL de la Guadeloupe. Donc dans cette seconde vidéo, qui fait suite donc à une première au cours de laquelle nous avons fait des rappels sur le phénomène sismique, et bien dans cette seconde vidéo, nous allons brièvement rappeler ce qu'est le réseau EduSAIS, et ensuite nous vous présenterons l'ensemble de ressources pédagogiques disponibles au travers de l'existence de ce réseau, ressources accessibles sur la plateforme de l'Observatoire éducatif méditerranéen. Alors, EduSAIS, c'est un réseau qui est né en 2018 sous l'impulsion et le financement de l'ADL de la Guadeloupe. L'objectif était de mener une action de sensibilisation à la culture du risque sismique et tsunami euh, au travers des établissements scolaires dans le cadre du plan séisme Antilles. Donc, depuis cette date, l'ADL de la Guadeloupe a financé 15 stations sismologiques qui ont été déployées dans autant d'établissements scolaires distribués entre l'archipel de la Guadeloupe et Saint-Martin. Donc, ce réseau éducatif est aussi soutenu et animé par le rectorat et les enseignants de la Guadeloupe au travers de formations en géosciences, en risque naturel et éducation au développement durable, et aussi au travers de projets pédagogiques menés au sein des établissements scolaires. Et l'ensemble des données produites par ces stations sismologiques sont diffusées sur la plateforme de l'Observatoire éducatif méditerranéen. Et ces données sont accompagnées d'autres ressources qui sont utiles pour travailler avec des sismogrammes, c'est-à-dire les données, les enregistrements des mouvements du sol fournis par les stations. Et donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc les ressources et du SAIS disponibles sur EduMed. Donc pour ce faire, nous allons travailler directement sur le site web. Donc la plateforme EduMed est accessible par l'URL qui est ici, hein, https://edumed.enis.fr. Et lorsque vous vous connectez à cette URL, vous tombez sur la page d'accueil et vous pouvez accéder à l'espace EduSAIS en cliquant sur l'onglet partenaire de projet EduSAIS. Donc cette page EduSAIS propose un accès à 3 types de ressources autour de ce réseau. Donc un premier bloc qui permet d'observer des images des mouvements du sol fournis par les enregistrements des stations sismologiques déployées. Un deuxième bloc permet d'accéder à des catalogues de sismicité, donc qui sont fournis par des instituts locaux ou alors aussi, donc, comme l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe, mais aussi par le Centre sismologique euro-méditerranéen. Et le troisième bloc de ressources accessibles dans l'espace EduSAIS, eh bien, ce sont des ressources numériques, hein, ce sont donc les sismogrammes qui sont exploitables grâce au logiciel en ligne Tectoglobe 3D développé par Philippe Constantino. Alors, je vous propose de balayer un petit peu l'ensemble de ces 3 blocs. Donc ici, il est possible, donc dans le bloc des images des mouvements du sol dans les Caraïbes, il est possible d'accéder à une page de requête pour essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé dans les semaines qui ont précédé la date du jour où vous vous connectez sur la page. Donc cette page-là est organisée en 2 zones. À gauche, une liste de stations sismologiques pour lesquelles eh bien, il y a des données qui sont fournies en temps réel. Sur la droite, donc une petite carte, hein, qui permet de resituer un peu ces stations. Et donc ici, vous pouvez voir, par exemple, au niveau de l'archipel, la distribution des stations financées par l'ADL de la Guadeloupe. Et ce sont des stations qui fournissent, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, des données en temps réel. Alors pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans les semaines qui ont précédé, ben, je peux vous proposer de cibler la station EduSAIS qui est située à Saint-Claude et d'aller regarder un petit peu ce qui s'est passé en novembre 2024. Alors j'ai choisi volontairement ce mois parce que ben, il est intéressant au regard des images fournies. Donc une fois que vous avez validé une date, un délai temporel sur lequel vous voulez observer et regarder les mouvements du sol enregistrés, vous cliquez sur J'ai choisi et vous voyez que donc là, vous avez accès à un ensemble d'images, une image par jour, qui donc illustre ces mouvements du sol. Donc ces images, ça se nomme des dérouleurs journaliers. Et donc, bah déjà, on peut voir qu'au niveau de la station Saint-Claude, il y a quelques journées, on observe des signaux remarquables.
donc le 10 novembre, le 15 novembre et le 16 novembre. Si par exemple on regarde ce dérouleur journalier du 15 novembre, donc on rentre un petit peu plus en détail dans ce qu'est ce dérouleur. Donc le dérouleur propose trois informations. D'où viennent les données donc, qui ont été fournies par la station, la date et l'amplitude des mouvements du sol. Donc la date est toujours indiquée en partie supérieure. Donc il existe différents formats de dérouleurs journaliers. On peut les afficher heure par heure, 30 minutes par 30 minutes. Nous ici, on a choisi de faire un affichage donc, des mouvements du sol heure par heure. Donc dans ces dérouleurs journaliers, vous avez 24 lignes pour 24 heures d'enregistrement. Le temps est donné toujours en heure UTC, c'est temps universel, parce qu'en sismologie, des équipes peuvent vouloir travailler sur des séismes qui se sont produits dans un autre fuseau horaire que celui dans lequel elles se trouvent. Et donc pour faciliter un petit peu les récupérations de données et le travail sur les temps d'arrivée des ondes, c'est beaucoup plus simple de travailler en temps universel. Et donc, par rapport à ce dérouleur journalier du 15 novembre 2024, on peut constater qu'effectivement, la station Saint-Claude a détecté deux passages d'ondes sismiques, un petit peu avant 21h15 et un deuxième passage un peu après 22h30. Donc j'ai oublié de préciser, mais ici, donc chaque ligne correspond donc à l'amplitude des mouvements du sol. La couleur, l'alternance de couleurs bleu-rouge n'a pas de signification particulière, c'est juste pour faciliter la lecture. Donc voilà, donc c'est ce premier document, c'est un document scientifique et exploitable, donc déjà comprendre l'information fournie par un dérouleur journalier et qu'est-ce qu'on peut en extraire. Donc après, à partir de ça, on a différentes pistes d'exploitation possibles. Donc on peut déjà, par exemple, essayer d'aller chercher des informations sur ce séisme au travers donc du bloc de sismicité proposé sur la page EduSAIS. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est accéder à une recherche de sismicité. Donc quand vous accédez à cette page, vous avez donc accès au catalogue sismologiques qui ont été fournis par différents instituts. Et donc par défaut, ici, vous avez un rectangle grisé qui est dessiné. Donc c'est le rectangle par défaut de l'aire sur laquelle on veut récupérer l'ensemble des séismes détectés. Donc ce rectangle ici, il est dynamique, il est modifiable. Donc à chaque fois que vous modifiez la taille de ce rectangle, eh bien, les coordonnées en latitude et longitude de chaque angle de ce rectangle sont adaptées automatiquement. Si vous souhaitez faire une recherche de sismicité à l'échelle du globe, vous pouvez aussi le faire en cliquant sur « Je veux la sismicité à l'échelle du globe ». Et là, pour faire ce petit travail sur la journée du 15 novembre, comme tout à l'heure, eh bien, vous avez accès à un calendrier. Donc ici, on va travailler spécifiquement sur la journée du 15 novembre 2024. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé donc, dans la zone grisée ce jour-là. Donc une fois que vous avez rempli les champs avec les valeurs qui vous intéressent, eh bien, vous cliquez sur « J'ai choisi » et vous accédez à différentes choses. Donc d'une part, un tableau directement affiché dans le navigateur qui recense l'ensemble des séismes détectés sur la période de temps que vous avez choisi. Et ce tableau, il est accessible sous différents formats. Format CSV pour être utilisé avec des tableurs, format CSV pour être reconnu par Tectoglobe 3D, un format KML pour être utilisable avec Google Earth, et aussi vous avez la possibilité de l'ouvrir directement avec Tectoglobe 3D. Donc le tableau qui est fourni ici, donc il indique l'ensemble des séismes détectés, et on peut voir que effectivement, vers 21h11 et 50 secondes, même à 21h11 et 50 secondes, on a un séisme qui a été identifié, détecté et localisé. Donc ici, vous avez à la fois l'heure du temps origine et la localisation latitude, longitude et aussi profondeur. Donc ça, c'est des informations qui peuvent être récupérées pour pouvoir faire un travail de localisation. Donc ce seront des informations qui valideront ce travail. Et donc, on voit aussi où est-ce qu'il s'est produit, donc à proximité au large d'Antigua Barbuda. Donc, pour ce qui est d'une exploitation pour faire un exercice de localisation, donc là, on va aller dans le troisième bloc qui est proposé sur la page EduSAIS, c'est le bloc des sismogrammes, c'est-à-dire que là, on va travailler avec des données numériques. Et donc, on a mis en ligne différents jeux de données
qui permettent donc d'exploiter différents séismes qui se produisent au niveau des Caraïbes et à proximité de l'archipel. Et ces jeux de données, hein, ces enregistrements sismiques, peuvent être utilisés avec Tectoglobe. Mais vous allez voir qu'on ne met pas uniquement que des enregistrements sismiques. Donc par exemple, si on veut travailler sur la localisation de ce séisme du 15 novembre, eh bien, on recherche dans la liste le séisme et on clique sur Ouvrir avec Tectoglobe 3D. Donc Tectoglobe charge donc les sismogrammes et l'ensemble des éléments qui sont contenus. Et donc ici, à l'ouverture de ce cas d'étude, eh bien, vous avez un petit message qui vous indique que plusieurs calques de données ont été chargés et qu'on peut les retrouver dans la liste des objets. Donc je reviendrai sur ça tout à l'heure, mais ça vous indique en fait qu'il n'y a pas que des sismogrammes et que vous avez d'autres types de documents disponibles. Alors, lorsque voilà, l'affichage se fait, vous retrouvez donc deux zones sur Tectoglobe 3D. À gauche, un globe dynamique, donc qui est en général directement centré sur la zone d'étude qui nous intéresse. Sur ce globe, eh bien, vous avez la distribution de stations sismologiques pour lesquelles nous avons donc mis en ligne des sismogrammes. Donc ici, pour ce séisme du 15 novembre, nous avons mis en ligne les données de 3 stations du réseau et du SAIS, une station située au Moule, une station située aux Vieux Habitants et une station située à Saint-Claude. Et nous avons ajouté donc 3 stations de recherche opérées localement par l'Institut de physique du globe de Paris, au travers de l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe. Et ensuite, vous voyez aussi que, eh bien, il n'y a pas que des sismogrammes qui sont accessibles, on a aussi plein de petites étoiles, et donc chacune de ces étoiles représente un épicentre qui a été localisé au travers d'un catalogue de sismicité. Donc, le globe affiche à la fois la position des stations et la distribution de la sismicité locale. Concernant donc la partie à droite, donc la fenêtre à droite, et bien là vous avez donc accès à des sismogrammes, hein, donc un affichage dynamique. Vous avez sur chaque sismogramme par défaut 2 informations qui s'affichent. Donc quand vous déplacez le curseur, en partie inférieure, l'heure à laquelle se trouve le curseur, et en partie supérieure, un temps en secondes qui indique en fait le temps entre le moment où arrivent les ondes P et le moment où s'est produit le séisme. Donc le moment où s'est produit le séisme s'appelle le T0. Donc vous avez dans le module sismogramme la possibilité d'afficher ce T0. Vous avez aussi la possibilité d'afficher les temps d'arrivée des ondes. Donc ici ce sont des temps d'arrivée d'ondes théoriques, c'est-à-dire qui sont calculés au travers d'un modèle de vitesse de Terre qui est PREM. Alors pourquoi PREM? Parce que c'est le modèle de Terre qui est affiché dans les programmes d'enseignement. Et donc ça dépasse un petit peu le cadre de la localisation, mais c'est juste pour vous montrer cet aspect-là. On voit que le temps théorique d'arrivée de l'onde P n'est pas calé avec le temps observé. Hein. Donc ici, par exemple, pour la station qui est située au nord de la Guadeloupe. Et bien, pourquoi? Tout simplement parce que c'est le modèle PREM, hein, c'est un modèle qui est un modèle moyen, qui ne prend pas en compte toutes les hétérogénéités verticales et horizontales spécifiques donc du contexte de subduction, comme on avait vu dans la première vidéo, qui est le contexte général géodynamique dans la zone. Et donc ce qui fait eh bien, que quand on calcule le temps de trajet des ondes sismiques dans ce modèle PREM, bien forcément, comme il n'est pas très très bien défini par rapport à la zone, eh bien on a un décalage par rapport au temps d'arrivée théorique et au temps d'arrivée observé. Donc ça, j'ai un peu dépassé le cadre de la localisation, mais c'est juste pour vous donner peut-être d'autres pistes d'exploitation. Et donc ici, ce qui sera intéressant, c'est de travailler sur l'aller-retour entre les données et les modèles. Alors, si on supprime donc ces temps d'arrivée théoriques, donc ici, on peut travailler sur la localisation, et donc ça va se faire en plusieurs étapes. Donc d'une part, relever le temps parcouru par les ondes sismiques depuis l'épicentre, enfin l'hypocentre jusqu'aux stations. Ensuite, on va comparer, on va utiliser ce temps d'arrivée pour obtenir une distance. Et on va faire ça pour au minimum ici 3 stations pour pouvoir faire une triangulation. Alors, comment ça se déroule? Donc ici, par exemple, si on veut travailler avec 3 stations, on peut prendre les stations... donc par exemple des vieux habitants de Sainte-Anne, de Saint-Claude, pardon. Et donc on peut aussi prendre la station qui est située ici au niveau de Marie-Galante. Et donc on peut faire ce petit travail. Donc ce que l'on fait, c'est qu'au travers par exemple d'un tableau,
on va relever les temps d'arrivée, donc le délai entre le temps d'arrivée de l'onde P observée et le T0. Donc on va ici, dans cette colonne, faire le travail d'identification de ce délai temporel. Donc comment on fait? Eh bien, il suffit simplement de déplacer le curseur sur le sismogramme qui nous intéresse. Il nous donne donc automatiquement en partie supérieure le délai entre TP et T0. Donc ici par exemple, on voit que les ondes sismiques, les ondes P arrivent à peu près à 24,5,8 secondes. Donc pour les identifier, à l'arrivée d'une onde P, c'est un signal, c'est une variation de l'amplitude des mouvements du sol qui se distingue par rapport au bruit ambiant. Donc on voit ici à chaque fois dans le bruit ambiant, c'est le bruit que peuvent enregistrer, qu'enregistrent 24 heures sur 24 les stations. Et de temps en temps, eh bien, on a une perturbation dans l'amplitude des vibrations, et donc ici c'est traduit par l'arrivée d'une onde P. Donc on peut relever pour 3 stations ces temps d'arrivée, et donc le délai entre TP et moins T0, hein, donc c'est ce qui est fait dans ce tableau. Et donc ensuite, eh bien, on peut utiliser ce délai temporel pour retrouver une distance. Alors comment ça marche? Donc pour cela, on utilise un outil qui s'appelle l'odochrone. Donc l'odochrone, c'est un graphique qui nous propose propose de déterminer la distance parcourue des ondes, ici les ondes P et les ondes S, mais nous on ne s'intéressera qu'aux ondes P, et aussi donc à quelle heure devraient arriver les ondes P par rapport à la distance épicentrale. Donc le modèle l'odochrone donc ici est calqué sur le modèle PREM, et donc il propose deux niveaux d'affichage, un niveau global pour des grandes distances, mais on peut aussi travailler sur un modèle un peu plus local, donc pour les petites distances. Donc ici, il suffit simplement de placer notre curseur sous la courbe des ondes P, et donc en déplaçant le curseur, on voit on a un marqueur qui propose deux informations, une valeur de TP-T0 et une valeur de distance en kilomètres. Donc par exemple, pour la station des Vieux Habitants, donc nous avons vu que nous avons relevé et calculé le délai TP-T0, et donc il est de 28,2 secondes. Donc il suffit de déplacer le curseur à la valeur de 28,2 secondes, et hop là, j'ai un peu du mal. Donc voilà, donc on voit ici, on a un affichage à peu près à 28,3 secondes, et cela veut dire qu'on est à environ 210 km de distance. Donc cette distance, on la récupère, et donc on la note dans le tableau, et qu'on en a préparé, et donc ces distances-là, on va pouvoir s'en servir pour faire la localisation. Alors comment ça fonctionne? Donc là, on va pouvoir utiliser un autre module proposé par Philippe Constantino dans le logiciel Tectoglobe 3D. C'est un module pour afficher des cercles. Alors, ces cercles, eh bien, on a toutes les informations pour les afficher. On a leur centre, qui correspond à la station sur laquelle on travaille sur le relevé des temps d'arrivée des ondes sismiques. Et on a la longueur de leur cercle, c'est la distance au séisme. Donc, il suffit simplement d'aller dans le module donc, Action, ajouter, gérer un objet, et cercle de distance. Et donc là, vous avez eu la fenêtre sur la droite s'est adaptée. Il suffit simplement maintenant, pour dessiner un cercle, d'aller double-cliquer sur une station qui nous intéresse. Donc par exemple la station Gaby. Et donc, une fois qu'on a, donc Tectoglobe prend en compte ce point que l'on rajoute, et il suffit simplement d'adapter une valeur qui est la distance épicentrale. Donc en choisissant eh bien, une distance en kilomètres. Et donc on reporte, par exemple, pour la station Gaby, la distance épicentrale estimée. On appuie sur Entrée. Si je dézoome un peu, on voit que Tectoglobe a dessiné un cercle. Donc centré autour de la station des Vieux Habitants, et donc, qui est une station EduSAIS, et donc avec un rayon de 208 km, qui est la distance obtenue à partir de l'odochrone. Donc on fait ce travail avec, par exemple ici, 3 autres stations, la station à Saint-Claude, pardon. Donc pareil, je renseigne la valeur fournie par... pardon, j'ai noté ici, pardon, la station qui est au Moule. Je ne vais pas faire de bêtises. Hop, j'ai fait juste... Voilà. Donc ça, ce travail, on peut le faire avec l'ensemble des stations disponibles dans le jeu de données. Mais là, c'est pour aller un peu plus vite.
Et ensuite, j'ai aussi fait ce petit travail pour la station à Marie-Galante. Et je reporte la valeur en distance que j'ai obtenue par rapport à l'utilisation de l'odochrone. Voilà, j'ai renseigné tout ça, je dézoome un peu, et voilà. Donc on voit que 3 cercles ont été dessinés, et là donc l'exercice est d'essayer d'estimer la position la plus plausible pour l'épicentre. Donc on voit que ces cercles se recoupent à différents endroits, donc on a par exemple ici et aussi par ici. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'identifier une zone où l'ensemble des cercles sont les plus proches possibles. Donc par exemple, ici on a 2 cercles qui se recoupent, mais le troisième cercle passe quand même assez loin de ce point de recoupement. Et on voit qu'ici, on a une certaine proximité des 3 cercles qui ont été dessinés. Et donc, on peut dire que la zone probable de l'occurrence de ce séisme, c'est par là. Et donc ce que l'on peut faire ensuite, c'est d'aller afficher la position fournie de ce séisme, fournie dans le catalogue de sismicité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, comment est-ce que l'on fait ça? Eh bien, il suffit d'aller toujours dans Action, Ajouter, Gérer un objet. On peut, par exemple, ici, ajouter un repère géographique. Et donc, on va double-cliquer sur la carte, au hasard. Par exemple, je vais faire ici. Et ensuite, donc, on a un nouveau point qui a été ajouté. Et il suffit d'aller renseigner les valeurs exactes en latitude et longitude qu'on a relevées dans le tableau de sismicité. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc je renseigne la longitude, je renseigne la latitude et je vais donner un petit nom, donc je vais l'appeler épique pour épicentre. Voilà. Et on va mettre une couleur, je sais pas, aller dans le jaune, quelque part par là. Voilà, on va faire ça. Donc là, il suffit d'appuyer sur Entrée, et voilà. L'épicentre réel, donc fourni par les catalogues de sismicité, et s'affiche. Donc, bien entendu, on voit qu'on n'est pas pile sur l'épicentre, mais tout de même, le travail de localisation que l'on a fait n'est pas totalement faux, puisque on trouve quand même, on est dans la bonne zone. Alors pourquoi on n'est pas calé exactement par rapport à l'épicentre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc le modèle PREM, c'est un modèle de Terre qui décrit les couches de la Terre et les vitesses, donc épaisseur, etc., de chaque couche et les vitesses à laquelle se propagent les ondes. Eh bien le modèle PREM, c'est un modèle global qui ne prend pas en compte donc toutes les hétérogénéités verticale et horizontale de la zone. Et donc ce qui fait bien qu'on a un petit décalage entre les temps d'arrivée théoriques et les temps d'arrivée observés. Mais tout de même, le modèle PREM n'est pas totalement faux, puisqu'on voit que quand on fait une localisation, un travail de localisation, eh bien on tombe quand même dans la bonne zone. Donc ça, c'est encore un exemple pour bien discuter des modèles, de l'observation des données, de faire un retour entre le travail sur les données et l'amélioration des modèles. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'exploitation de sismogramme avec Tectoglobe 3D. Donc là, je vais continuer un petit peu avec Tectoglobe et juste vous présenter quelques autres modules qui peuvent être intéressants. Donc par exemple, il y a un module qui permet de tracer des coupes. Donc, qui est ici dans Action, tracer des coupes. Donc par exemple, si je réalise une coupe, donc en cliquant sur deux points différents de la zone ici, donc je trace un profil qui passe à peu près dans la zone où il y a l'épicentre, et bien sûr, une fois qu'on valide ça, sur la droite de Tectoglobe, on voit qu'on a une coupe qui est dessinée et qui affiche l'ensemble des hypocentres dessinés, alors non plus avec la position en surface, mais cette fois-ci vraiment en profondeur. Et on peut voir par exemple, qui est intéressant, c'est qu'on a une plongée de la sismicité, donc on voit qu'on a une zone qui casse et qui va en profondeur. Et donc cette zone cassante est à ramener, bien entendu, au contexte de subduction dont on a parlé dans la première vidéo. Donc on peut aussi afficher une coupe en 3D. Donc par exemple ici, vous avez une représentation de la surface et avec une distribution des épicentres, voilà, en 3 dimensions, et pareil qui permet donc d'identifier ou de donner un indice comme quoi effectivement on a une plongée d'un panneau lithosphérique dans cette zone-là. Et on a aussi la direction. Bien entendu, on peut aussi afficher avec Tectoglobe 3D les contours des plaques tectoniques. Donc ceci, c'est accessible dans Données affichées, Autres données, plaques tectoniques. Voilà, donc
Philippe Constantino a rajouté ce module d'affichage. Donc on retrouve ici les frontières des différentes plaques avec une indication grâce à un jeu de couleurs sur le contexte du contact, en convergence, en divergence ou en contexte transformant. Et Tectoglobe 3D propose aussi la possibilité d'afficher des vecteurs GPS. Voilà. Donc là, on voit que pour la plaque Caraïbe, eh bien, on a différents vecteurs GPS qui sont fournis. Donc ces vecteurs indiquent une amplitude de mouvement, de déplacement horizontal du sol, de la surface de la plaque et la direction. Donc ici, ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'on peut voir que la déformation n'est pas homogène sur l'ensemble de la plaque. On a des zones avec des amplitudes de déplacement plus ou moins fortes. Et on a aussi donc ici un petit vecteur GPS, donc d'une station GPS qui est située au niveau de la Guadeloupe, de l'île de la Guadeloupe. Donc, bien entendu, ces vecteurs GPS, on peut aussi les utiliser, s'en servir pour montrer la notion de convergence. Alors ici, ce qu'on peut aussi faire, c'est, comme je vous ai dit au tout début de l'ouverture de ce jeu d'études, de ce cas d'étude, c'est qu'on charge aussi d'autres éléments que les sismogrammes. Donc il y avait la distribution des hypocentres, mais on peut aussi utiliser, par exemple, une autre donnée qui est fournie. Et donc, en cliquant sur la fenêtre liste des objets, on a ici surajouté une carte qui indique donc les caractéristiques tectoniques de la zone. Et donc, quand on clique sur visible, voilà, la carte se surajoute. Donc on essaie quand même qu'elle soit assez bien calée par rapport aux repères géographiques. Et donc ici, voilà, on peut resituer la sismicité, ce séisme, au niveau du contexte géodynamique global, où on voit effectivement, je peux rajouter, j'ai enlevé les vecteurs GPS, mais il n'y a pas de raison. Donc ici, voilà, on peut voir qu'on a deux vecteurs GPS qui s'opposent, donc en termes de direction des mouvements des plaques, plaques américaines et plaques Caraïbes. Donc, voilà un petit peu les différents types de ressources exploitables que vous pouvez retrouver dans les différents cas d'études proposés sur la plateforme EduMed dans le cadre de ce réseau sismologique éducatif et du SAIS. Donc là, on était sur une exploitation plutôt, on va dire, dans les quelques dizaines de kilomètres sous la surface, donc localiser un séisme, parler un peu de tectonique et de vecteurs GPS, de mouvement de plaques. Tectoglobe 3D permet aussi de travailler sur une partie du programme au lycée, notamment en première en spécialité SVT, c'est sur la structure interne du globe. Donc Tectoglobe 3D contient quelques fichiers préchargés, et donc nous allons voir une exploitation de fichier préchargé. Donc quand on va dans Fichier, donc on met à jour, on rafraîchit la page Tectoglobe pour enlever le cas d'étude sur lequel on travaillait. Quand on clique sur Fichier et charger des sismogrammes, et donc ici par exemple on a 4 fichiers chargés qui permettent de travailler sur différentes notions. La structure du globe à l'échelle globale, la dualité des croûtes, donc croûte continentale et croûte océanique, et aussi delta. Donc on peut aussi travailler sur un aspect de détermination de la profondeur du Moho. Mais là par exemple on va se placer sur un exemple d'exploitation sur un téléséisme. Alors lorsque je choisis ce cas d'étude, c'est un séisme qui s'est produit dans la région du Pérou et de l'Équateur en 2019. Donc c'est un séisme qui a été assez fort, la magnitude a été calculée à 7,5. Donc quand on est dans ce type de magnitude, les ondes sismiques sont enregistrées sur la totalité de la surface du globe. Elles ont assez d'énergie justement pour pouvoir traverser le volume du globe et être enregistrées à très grande distance. Donc quand on parle de téléséisme, c'est-à-dire un séisme lointain par rapport à l'endroit où on l'observe. Et donc ici, vous voyez qu'on a mis à disposition quelques stations de recherche déployées sur l'ensemble de la planète. Donc aujourd'hui, on s'intéressera à 3 stations de recherche, une située au niveau de l'arc des Antilles, une située ici en métropole, près de Grasse, et une troisième qui est située ici en Malaisie, donc la station COM. Alors comment est-ce qu'on peut exploiter la structure du globe? Donc on peut partir sur un travail, donc le séisme, l'objectif ici n'est pas de travailler sur la localisation. Voilà, le séisme est localisé, il s'est produit ici. Là on va essayer plutôt de se placer dans l'objectif de travailler sur la structure interne de la planète. Donc
Une exploitation possible, eh bien, c'est dans un premier temps de faire toujours un travail qui est assez similaire par rapport à tout ce qu'on peut faire en termes d'études de sismogrammes, hein, c'est de relever les temps d'arrivée des ondes. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est afficher le T0. Donc on voit ici, voilà, comme tout à l'heure, hein, chaque sismogramme est aligné sur le T0. On voit par exemple ici que les ondes sismiques n'arrivent pas à la même heure, hein, c'est normal puisqu'on est sur des stations qui sont de plus en plus lointaines, et on peut s'amuser par exemple à calculer une vitesse de ces ondes qui arrivent à chaque station, et voir un petit peu ce que ça donne. Donc on a quasiment tous les éléments, puisqu'on a, grâce à l'affichage par défaut, eh bien, le temps d'arrivée des ondes sismiques par rapport au T0, et on a aussi la distance ici en kilomètres pour chaque station. Donc on peut faire ce travail pour quelques stations. Donc la station située dans l'archipel au niveau de la Guadeloupe, la station en métropole près de Grasse, et la station située en Malaisie. Je me suis trompé, oui, c'est pas Coco, c'est comme, mais c'est pas grave, c'est pareil. Donc on est à proximité. Donc ici, voilà, on peut, en faisant le travail de relevé donc du délai entre le temps d'arrivée de l'onde P par rapport au T0, donc le temps origine du séisme en secondes, donc on relève ces valeurs sur les sismogrammes. Les distances, là, on ne les récupère pas par l'odochrone, elles sont directement données dans les métadonnées fournies pour chaque station. Donc c'est ici, hein, c'est la valeur sur la droite en kilomètres. Vous avez aussi la distance en degrés. Et donc, ça nous permet de calculer les vitesses. Et donc, si on fait ce petit calcul, eh bien, en faisant donc V égale D sur T, on trouve voilà, des vitesses apparentes à chaque station. Donc, on voit des vitesses de 7,4 km par seconde, 12,9 et 15,4. On pourrait se dire, on a quelque chose de cohérent, puisque effectivement, on a une augmentation de la vitesse de propagation des ondes en profondeur. Mais si on regarde un peu plus en détail le modèle PREM, hein, donc j'ai mis ici un graphique qui illustre l'évolution de la vitesse des ondes P avec la profondeur à partir de ce modèle PREM, eh bien on voit que, bon, à proximité de la discontinuité de Gutenberg, on a effectivement une vitesse d'onde sismique qui est quasiment à 14 km par seconde, mais en aucun cas, sur l'ensemble des trajets de ces ondes P avec la profondeur, on ne dépasse la vitesse de 15 km par seconde. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer alors qu'on a une telle vitesse? Eh bien, en fait, pourquoi on a cette vitesse-là qui est calculée? C'est parce qu'on calcule mal. On ne prend pas en compte la bonne distance parcourue par les ondes. C'est-à-dire, ici, si on utilise donc la valeur en kilomètres qui est fournie, eh bien, c'est la valeur en distance, mais en parcourant la surface de la Terre. Donc pour illustrer un peu plus simplement ça, parce qu'ici c'est un peu compliqué de voir à quelle distance on est en fonction des stations que l'on souhaite travailler, eh bien Tectoglobe 3D propose un module qui est de projeter les stations sur une coupe du globe. Et donc là, voilà, on a donc une coupe de ce globe avec deux informations, la distance en degrés par rapport à l'hypocentre et la position des stations dont les sismogrammes sont fournis dans le jeu de données. Donc ici, si on retrouve donc, la station qui est située en Guadeloupe, donc on voit qu'on est entre 25 et 30 degrés, mais la distance réelle parcourue par l'onde sismique enregistrée ici par la station, c'est pas l'onde sismique qui a parcouru la surface de la Terre. C'est l'onde sismique qui s'est propagée à l'intérieur de la Terre. C'est-à-dire qu'ici, l'ensemble des lignes que vous voyez, ce sont des lignes qui matérialisent les raies sismiques, c'est-à-dire les directions de propagation des vibrations. Donc, ici, donc, l'intérêt, c'est donc de ne pas travailler avec cette vitesse qui est donnée par rapport à la distance en surface, mais les vitesses qui sont données, voilà, ici, par rapport au trajet des ondes sismiques à l'intérieur de la Terre. Et donc, Tectoglobe 3D permet, à partir du modèle PREM, de donner trois informations. La longueur parcourue par les ondes, la profondeur maximale atteinte, et la durée de parcours de ce ray sismique. Et donc ici, on voit par exemple que la longueur parcourue, eh bien, elle n'est pas de 2772 km, elle est un peu plus importante. Elle est de 2800 km, à peu près 2862. Si je m'intéresse à la station qui est à Grasse en métropole, la longueur parcourue par le ray sismique est de 8929 km, alors que la distance en surface est de 9700. Et donc on voit déjà ici qu'on a un décalage. C'est-à-dire que si on calcule la vitesse avec la distance épicentrale, la distance par rapport à la surface de la Terre, eh bien forcément on est faux, on calcule quelque chose qui est faux.
Et donc, comme travail, eh bien, on peut récupérer les longueurs des raies sismiques pour les 3 stations, hein, que j'ai ciblées donc, dans le tableau que je vous ai montré. Donc pareil, hein, pour ces stations lointaines, par exemple ici Coco, la longueur réelle du ray sismique est de 12 500 km, alors qu'en surface, la distance épicentrale est de 18 298 km. Et donc forcément, quand on refait ce travail de calcul de vitesse à chaque station, en prenant en compte la longueur du ray sismique et le temps d'arrivée des ondes, bien cette fois-ci, donc on obtient donc de nouvelles valeurs. Donc c'est ici, et donc avec ces deux dernières colonnes, on voit bien que là, on a quelque chose d'un peu plus, de plus juste. C'est-à-dire qu'on a des valeurs d'onde qui sont donc plus réalistes par rapport au modèle de vitesse prem. Donc on voit effectivement, hein, par rapport donc on a des vitesses de 9,3, 11,9 km par seconde et 10,5. Et on voit effectivement ici une petite chute de vitesse, hein, lorsqu'on regarde la station à Grasse et la station dans la zone malaisienne, c'est normal, puisque si on retourne sur le modèle prem, eh bien on voit bien, hein, que on a effectivement des chutes de vitesse des ondes sismiques. Et ici, une petite augmentation, mais on voit que lorsque les ondes sismiques arrivent au niveau de la discontinuité de Lehmann, elles ont un saut dans leur vitesse, un saut positif, et donc c'est lié justement lorsque l'on regarde ici à la distribution des raies sismiques, on voit bien que le ray sismique qui arrive au niveau de Calerne à Grasse est allé à une profondeur de 2650 km à peu près. Le ray sismique pour les ondes qui sont arrivées à proximité de la région malaisienne ont été là, ont carrément traversé le noyau. Et donc forcément, quand on calcule ces vitesses, on a l'influence de chacune des structures qui permet une certaine propagation de la vitesse. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve, c'est non pas une vitesse qui augmente purement et simplement avec la profondeur, mais des variations de vitesse en fonction des milieux traversés. Donc bien entendu, avec cet affichage aussi en coupe, on a la possibilité d'aborder la notion de zone d'ombre. Alors la zone d'ombre, c'est une zone d'ombre des ondes directes, c'est-à-dire des ondes qui ont traversé le manteau. Alors, c'est-à-dire que par exemple au niveau de la station ici Kunse, qui est en Nouvelle-Calédonie, donc lorsqu'on regarde son enregistrement sismique, on voit bien entendu que cette station n'est pas totalement plate. Enfin, les mouvements du sol ne sont pas totalement plats. On voit arriver des ondes sismiques. Donc c'est pas une zone d'ombre de l'ensemble des ondes sismiques, c'est une zone d'ombre des ondes directes, c'est-à-dire ces ondes qui traversent le manteau. Et donc on voit que qui sont ici identifiés par les différents raies sismiques dessinés. Et on voit ici qu'à partir d'une certaine distance, les raies sismiques, donc plus on est loin, plus on enregistre des raies sismiques qui ont évolué à grande profondeur, et on voit qu'à partir d'une certaine distance, à partir de 94 degrés, on a un jeu de réflexion, hein, comme de jeu de réflexion et de réfraction. Les ondes sismiques se comportent comme des ondes lumineuses. On voit que ces ondes directes n'ont plus la capacité de se propager dans cette zone-là, tout simplement parce que leur trajectoire est modifiée. Tout simplement ici dû au fait de la présence d'une discontinuité entre le manteau inférieur et le noyau liquide. Et donc ces ondes P directes, on les retrouve un peu plus loin, à partir de 144 degrés à peu près, 145 degrés. C'est donc la même chose pour ici c'est pour les ondes P, donc c'est la même chose pour les ondes S. Et donc ça c'est aussi la possibilité avec ce module de pouvoir travailler sur cette notion d'ombre, de zone d'ombre des ondes P directes. Ici donc par exemple pour la station Kunse, les ondes P qui arrivent ici, ce ne sont pas ces ondes directes, mais ça peut être par exemple une succession d'ondes de P qui se sont propagées et réfléchies à la surface et qui finissent par arriver. Et bien entendu aussi on a l'observation des ondes de surface qui se propagent uniquement à la surface de la Terre. Donc par exemple ici on en a une illustration au niveau du curseur sur la droite. Donc voilà un petit peu le tour aussi d'horizon que l'on peut faire avec Tectoglobe, hein. Bien entendu il y a beaucoup d'autres possibilités, beaucoup d'autres modules. Donc vous pourrez retrouver très prochainement un tutoriel en ligne qui sera proposé sur Edumed pour une exploitation plus large de Tectoglobe. Vous pouvez aussi travailler sur la géologie avec Tectoglobe, hein. Il y a la possibilité de travailler sur les épaisseurs de couches, le MOO, etc. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon. Et pour un exemple de l'ensemble des ressources, hein, qui sont accessibles sur la plateforme
de l'Observatoire éducatif méditerranéen au travers de l'existence de ce réseau et du SAIS. Et donc, bien entendu, j'espère que cela vous sera utile pour la construction de vos progressions pédagogiques. Nous restons à disposition avec les collègues de l'équipe EduMed pour pouvoir répondre à différentes questions ou exemples d'exploitation qui sont réalisables. Donc sachez que dans l'équipe EduMed, on a des enseignants qui ont testé avec leurs élèves différentes pistes pédagogiques. Et donc si vous souhaitez en avoir des exemples, il suffit de nous contacter. Et bien entendu, vous aurez vu aussi que au travers de l'espace d'EduMed, nous avons mis en ligne donc différents cas d'études. Donc l'objectif est aussi d'essayer d'être à jour par rapport aux derniers séismes qui se produisent, donc de récupérer l'ensemble de les données, de les traiter et de pouvoir vous les mettre à disposition avec tout un tas de ressources supplémentaires que la seule accès à des sismogrammes. Donc j'espère que nous en terminons sur cette deuxième vidéo. J'espère que vous aurez trouvé utile l'ensemble des contenus qui ont été proposés au travers de ces deux vidéos pour la formation proposée dans le cadre de la semaine sismique. Et je vous souhaite une bonne utilisation et une bonne continuation.